qui est avec nous justement. C'est Stéphane Troussel. Bonjour. 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 Président PS du département de Seine-Saint-Denis, membre du bureau national du PS, porte-parole d'Anne Hidalgo. Alors on va parler bien sûr de la campagne d'Anne Hidalgo, de l'union de la gauche, mais d'abord la situation sanitaire avec des restrictions qui se multiplient à travers le monde, à travers l'Europe pour tenter d'enrayer la montée du variant Omicron. En France, le gouvernement souhaite maintenant faire évoluer le pass sanitaire en pass vaccinal, c'est-à-dire que les tests ne suffiront plus, avec le Premier ministre qui espère que ce soit adopté d'ici fin janvier. Au Parti socialiste, vous étiez favorable depuis le début finalement à cette obligation vaccinale. Est-ce que c'est une bonne nouvelle du coup pour vous, cette évolution du gouvernement sur cette position? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que face notamment aux variants Omicron, les différents pays de l'Union européenne prennent un certain nombre de mesures chaque jour plus restrictives. Et quand on voit l'évolution de la situation dans notre pays, quand on voit la situation à l'hôpital, à l'évidence, il y a besoin de mesures supplémentaires. Donc le gouvernement dispose d'un certain nombre d'informations que je n'ai pas, moi, pour juger de leur efficacité et de leur pertinence. C'est d'ailleurs une des difficultés que nous avons, parce que finalement, les élus locaux que nous sommes, les autorités sanitaires, y compris les autorités préfectorales locales, sont suspendues désormais à la conférence de presse qui suit le Conseil de défense pour connaître les mesures qui sont applicables. Je considère que c'est une difficulté, cette méthode-là. C'est peut-être la principale critique que moi j'ai à formuler au gouvernement. C'est-à-dire que après pourtant de longs mois de crise sanitaire, eh bien il est toujours dans cette attitude de défiance et donc je crois à l'inverse que face à cette situation, il devrait s'appuyer sur les élus locaux, sur les autorités préfectorales locales pour décider, pour agir, parce qu'on est en permanence en train de courir derrière l'organisation. Il nous a fallu rouvrir en extrême urgence des centres de vaccination supplémentaires. Et je ne crois pas que ce soit la bonne méthode, mais à chaque fois, nous faisons face. Les élus locaux, d'une part, et puis les différents pays voisins en Europe qui, pour leur part, mettent en place des mesures de restriction. Est-ce que le gouvernement tarde justement à mettre en place de telles mesures aujourd'hui? Moi, ce qui me frappe surtout après, c'est encore une fois, c'est bientôt 2 années de situation sanitaire dégradée, eh bien c'est surtout les grandes inégalités en matière de santé. En dépit de nos efforts, dans mon département, par exemple, il y a toujours 10 points d'écart à la moyenne vaccinale, régionale ou nationale. Et on voit bien que les difficultés, eh bien souvent, elles sont calquées sur les inégalités sociales territoriales. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça, vous faisiez référence à la position qui est celle des élus socialistes. Moi, j'étais favorable, effectivement, à une obligation vaccinale qui inclut plutôt que ce pass sanitaire qui exclut. Parce que l'obligation vaccinale, ça va aussi pour la puissance publique avec une obligation de moyens pour réduire ces écarts. Parce qu'il faut continuer de faire des efforts pour aller chercher celles et ceux qui, parce qu'ils sont moins bien connectés, parce qu'ils sont moins bien informés, parce qu'ils, disons-le, il y a une hésitation vaccinale chez un certain nombre de nos concitoyens, eh bien, on réduit ces écarts pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cette situation. Et donc, je crois qu'il faut continuer de faire des efforts. Et d'ailleurs, le centre de vaccination départemental que nous avons rouvert la semaine dernière, dans les tout prochains jours, en fonction des décisions gouvernementales, il pourra par exemple accueillir la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. À partir du milieu de la semaine, a priori, à partir de mercredi. Il y a quand même un manque de clarté, on a l'impression, du côté du gouvernement, entre Olivier Véran qui annonce qui assume que le pass vaccinal c'est une forme déguisée d'obligation vaccinale, et puis de l'autre, les autres ministres, on pense à Jean-Michel Blanquer notamment, ou le porte-parole Gabriel Attal qui dit non, pas vraiment, c'est différent. Est-ce que il n'y a pas un peu de cacophonie et c'est pas un peu difficile à comprendre là-dessus? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut de la clarté, y compris de la clarté pour permettre de la confiance chez nos concitoyens. Parce que quand il n'y a pas cette clarté, quand il n'y a pas, y compris de la clarté sur les mots employés, eh bien, ça rajoute de la défiance, de l'inquiétude, de l'incertitude, y compris de l'hésitation par rapport aux décisions qui doivent être prises par chacun de nos concitoyens. Et je crois que l'infantilisation en permanence, ça ne peut pas être une méthode vis-à-vis des Françaises et des Français.
Français. Avec d'un côté, donc on parle du pass vaccinal, et puis dans le même temps, on parle de pass sanitaire élargi dans les entreprises, à toutes les entreprises. Est-ce que là aussi, ça manque un peu finalement de clarté? Vous voyez pourquoi une mesure simple d'obligation vaccinale, y compris qui permet de s'adapter aux évolutions, à la connaissance, au progrès scientifique, et parce qu'on voit bien à quel point les choses évoluent en fonction de la connaissance y compris des différents variants, eh bien, je crois que oui, ça aurait été beaucoup plus simple, beaucoup plus clair pour nos concitoyens. C'est pas un chantage par rapport à certains Français, ou discriminant par rapport à certains Français, justement, cette obligation vaccinale qui ne dit pas son nom? Dans l'histoire, à chaque fois que nous avons vaincu des épidémies, c'est par l'obligation vaccinale. Et encore une fois, pour permettre... Parce que moi, je sais ce qui se passe quand il n'y a pas ces obligations vaccinales, quand il n'y a pas ces obligations de moyens de la puissance publique de réussir la vaccination la plus large. Quand on regarde la carte du pourcentage de vaccination, eh bien, c'est les territoires les plus populaires, c'est les territoires où il y a les plus grandes inégalités qui sont marqués par ces différences de vaccination. Et à l'intérieur même d'un territoire comme le mien, eh bien, c'est les villes souvent les villes les plus pauvres qui ont les taux de vaccination les plus faibles. Et donc, dans notre pays, quand on proclame l'égalité, eh bien, c'est aussi de cette manière-là qu'on progresse. Vous avez parlé de la vaccination des enfants, les enfants qui sont en vacances, ça y est. Est-ce qu'il faut envisager éventuellement en tout cas se préparer à repousser la rentrée? Le gouvernement ne veut pas se préparer à ça. Est-ce qu'il faut l'envisager? Vous savez, j'ai toujours soutenu l'idée qu'il fallait que les établissements scolaires restent ouverts le plus longtemps possible. Parce que là encore, contrairement aux affirmations répétées pendant de longs mois du ministre de l'Éducation nationale, l'école à la maison, ce n'est pas l'école. Parce que là encore, je sais qui souffre le plus de l'absence de cours organisés à l'école. Ce sont les gamins des quartiers populaires. Et donc moi, je souhaite que, bien évidemment, l'école reste ouverte le plus longtemps possible, avec des mesures sanitaires respectées, avec des gestes barrières, avec toutes les mesures possibles pour que, bien évidemment, les enfants, les adultes, enseignants, non enseignants, les familles soient en sécurité, en confiance. Mais je suis favorable à ce que l'école reprenne dans les meilleures conditions possibles et normalement, comme c'est prévu. Stéphane Troussel, vous êtes donc le président du département de Seine-Saint-Denis, département qui gère les collèges, notamment. Vous vouliez alerter ce matin sur la question du non-remplacement des professeurs. Quelle est la situation aujourd'hui? Pourquoi vous vouliez alerter à ce sujet? Parce que je vois à quel point elle se dégrade. Et en dépit des dénis permanents du ministre de l'Éducation nationale qui se promène sur les antennes en permanence en disant finalement tout va très bien Madame la Marquise. Non, tout ne va pas très bien. Moi je suis à nouveau confronté dans un département comme le mien aux grandes difficultés du remplacement à l'école. Dans les collèges de Seine-Saint-Denis, plus largement dans le second degré, c'est le cas aussi dans les lycées. Les difficultés de remplacement des professeurs absents parce qu'il y a des maladies, il y a des congés maternité, il y a de la formation, se multiplient à nouveau. Et là encore, ce sont dans les territoires les plus jeunes, ce sont dans les territoires où les inégalités scolaires sont les plus grandes que cette situation est la plus lourde. Avec des classes où il n'y a pas de professeurs. Mais depuis, je pourrais vous citer de multiples exemples. Je pense à des collèges de Pantin, un collège au Pré-Saint-Gervais, où le nombre d'heures de français, de mathématiques, d'espagnol, d'anglais qui n'ont pas été remplacés depuis le mois de septembre ne cesse d'augmenter. Il y a une forme de déni de la part du ministre de l'Éducation nationale sur cette question qui n'est pas acceptable, parce que là encore, ça crée des inégalités scolaires supplémentaires. Je sais les difficultés de remplacement et je sais les difficultés de recrutement. On va parler des élections présidentielles. Voilà pourquoi Anne Hidalgo, par exemple, a raison de dire à quel point la situation de l'éducation, la situation les modalités de recrutement, de rémunération, de carrière des enseignants se posent aujourd'hui dans notre pays de manière particulièrement forte, parce qu'il y a des déficits d'attractivité qui sont de plus en plus grands, et donc je sais ces difficultés, mais le ministre ne peut pas finalement être dans le déni. Il faut y compris reconnaître la situation pour prendre un certain nombre de mesures qui, de mon point de vue, ne sont pas prises
aujourd'hui. Il doit ouvrir les yeux. En tout cas, Stéphane Roussel, justement, la campagne présidentielle, vous êtes porte-parole d'Anne Hidalgo. Vous avez co-signé hier dans le GDD avec plus de 1500 élus locaux une tribune appelant à une candidature unique à gauche via une primaire ouverte. C'était déjà la proposition d'Anne Hidalgo, déclinée par Jadot, par Mélenchon. Pourquoi cette nouvelle tribune, ce nouvel appel ? D'abord parce que nous sommes des élus locaux à la tête d'exécutifs municipaux, départementaux, régionaux qui, très largement, la plupart du temps, nous sommes en situation de rassemblement et d'union de la gauche, dans toutes ses composantes, socialistes, communistes, insoumis parfois, écologistes, divers gauches, des citoyens non encartés dans des partis politiques. Mais nous avons fait ce rassemblement et c'est ce qui nous a permis non seulement de continuer de gérer des collectivités locales, mais même d'en conquérir. Et donc nous savons, que effectivement c'est le seul moyen pour rassembler la gauche, pour lui permettre de l'emporter. Regardez ce qui s'est passé, y compris à l'étranger. Regardez ce week-end la belle victoire au Chili du candidat de la gauche unie, près de 55% face à l'extrême droite, alors que tout le monde le donnait battu. Et donc oui, pour rassembler, pour faire face aux défis qui sont devant nous, l'explosion des inégalités, le défi climatique, la défiance démocratique d'un certain nombre de nos concitoyens, eh bien oui, moi je suis favorable, comme ces 1500 élus locaux, à l'union et au rassemblement. 1500 élus locaux, mais en face, on a deux candidats, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, qui ne réagissent pas. Et pour l'instant, c'est une fin de non-recevoir claire, quoi. Eh bien, écoutez, ils sont devant leurs responsabilités. Moi, je ne me suis pas engagé en politique pour témoigner. Moi, je me suis engagé en politique pour changer concrètement la vie des gens. Et ce que je remarque, c'est, en dépit du talent des candidates et des candidats depuis le mois de septembre, eh bien, c'est qu'il n'y a aucun candidat de gauche qui ne se qualifie au second tour de l'élection présidentielle, si j'en crois un certain nombre d'enquêtes d'opinion, quelles que soient les limites de ces enquêtes. Et donc, si on veut ne pas se contenter de témoigner, mais justement agir pour changer concrètement la vie des gens, et face à tous ces défis qui sont devant nous, eh bien oui, l'union et le rassemblement, c'est le seul moyen pour pouvoir l'emporter à l'élection du mois d'avril prochain. Comment vous expliquez qu'Anne Hidalgo n'arrive pas à marquer justement cette campagne présidentielle et n'arrive pas même à faire union de la gauche? Vous avez été obligé justement avec 1500 élus locaux de faire cet appel-là suite à son propre appel. Mais c'est l'ensemble des candidats de gauche. Très franchement, à quelques points près, ils sont tous en dessous de la barre des 10%. Donc encore une fois, quel que soit leur talent et la responsabilité... pour l'instant, Anne Hidalgo est loin de... Oui, mais la responsabilité, justement, la responsabilité... franchement, la belle affaire, quand on est à 8% ou à 5%, je vois pas beaucoup de différence dans les sondages. Mais en tout cas, prenons acte de cette situation. Anne Hidalgo fait preuve de responsabilité en disant, eh bien, il faut justement nous rassembler. Il y a près de 300 000 de nos concitoyens qui... se reconnaissent dans la gauche, dans les écologistes, dans toutes les composantes de la gauche et des écologistes, eh bien, qui disent organisons une primaire ouverte, large, populaire, qui permette justement de désigner un ou une candidate qui permettra de se mettre derrière elle, derrière lui, pour justement être en situation de se qualifier au deuxième tour et espérer l'emporter. Stéphane Roussel, sur Sud Radio, est-ce que Christiane Taubira peut être justement cette personnalité qui rassemble la gauche ? Je suis engagé auprès d'Anne Hidalgo. C'est la candidate de ma famille politique. Elle a rassemblé la gauche, y compris à Paris. Elle porte des propositions sur les services publics, sur la santé, sur l'éducation, sur le pouvoir d'achat. Moi, je souhaite qu'Anne Hidalgo, elle puisse être, y compris celle qui rassemble la gauche. Christiane Taubira, ce qui m'intéresse, elle dit envisager être candidate. Ce qu'elle m'intéresse dans sa démarche, c'est qu'elle dit, elle aussi, comme Anne Hidalgo, elle va dans le même sens, qu'il faut rassembler, que cette primaire est intéressante. C'est la seule chose qui m'importe aujourd'hui, savoir comment on rassemble la gauche. Comment on fait en sorte... favorable, Christiane Taubira, à la primaire populaire, hein, justement. Alors pour expliquer un petit peu, c'est prévu pour fin janvier, c'est une initiative collective de la société civile, près de 300 000 personnes qui se sont engagées à y participer. Est-ce qu'Anne Hidalgo doit participer, elle aussi, à cette primaire populaire, si Christiane Taubira participe? Anne Hidalgo a dit qu'elle était favorable à une
primaire. Le Parti socialiste discute avec les organisateurs de cette primaire. Anne Hidalgo vient de proposer, y compris qu'il y ait des débats pour permettre que justement les candidats de gauche échangent ensemble, montrent leur convergence possible. Moi, je considère qu'il n'y a rien d'indépassable dans les propositions, dans les projets des candidats de la gauche. Et que tous ceux qui essayent finalement d'insister sur les différences qui existent à gauche, ceux qui ne veulent pas le rassemblement. Eh bien, l'histoire nous enseigne qu'à chaque fois, pour l'emporter, la gauche s'est rassemblée. Donc ça veut dire que, si je vous suis bien, Christiane Taubira, c'est pas un facteur de division supplémentaire pour la gauche? Mais elle a dit elle-même qu'elle ne voulait pas être une candidate de plus, elle veut agir pour le rassemblement. C'est tout ce qui m'importe pour l'instant. Aujourd'hui, dans les intentions de vote, l'ensemble de la gauche ne représenterait qu'un petit quart des électeurs au premier tour. Comment vous expliquez, Stéphane Troussel, que la gauche soit arrivée à ce niveau-là? Bien justement, parce que il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de dynamique de rassemblement, et que la division, la dispersion, l'émiettement, eh bien, ça détourne les électeurs de gauche de cette élection présidentielle. C'est pas une défaite sur les idées, non plus. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Face à l'explosion des inégalités, face aux défis climatiques, je crois que les réponses pour affronter ces défis, encore une fois, regardez, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, hier au Chili, eh bien, c'est la gauche qui peut affronter ces défis. Parce que l'explosion des inégalités, le défi climatique, ça mine la cohésion des sociétés. Et les seules réponses possibles, justement, face, pour reprendre l'expression d'un éditorialiste, d'un grand quotidien du soir, face aux charlatans du c'était mieux avant, eh bien oui, je crois que notre pays a besoin de la gauche. Stéphane Troussel, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je le rappelle pour nos auditeurs, président PS du département de Seine-Saint-Denis, membre du bureau national du PS et porte-parole d'Anne Hidalgo. Bonne journée à vous. Merci à vous.